Bonjour tout le monde. Alors, cette séance, en fait, comme vous le savez, il y a après, donc, on va dire, après le Ramadan, il y avait donc, c'était programmé 3 séances présentielles. Et en même temps, donc, il y avait donc l'option de faire des enregistrements pour les étudiants qui ne peuvent pas assister aux séances présentielles. Donc, moi, j'ai préféré faire les choses autrement, en gardant un petit peu les mêmes normes. C'est-à-dire, au lieu d'enregistrer donc une séance moi-même directement et la diffuser pour les étudiants qui ne peuvent pas donc être en présentiel, bah, j'ai préféré organiser cette séance en Meet avec tout le monde, ceux qui peuvent assister, qui veulent assister. En même temps, il va être enregistré et partagé avec les étudiants qui n'ont pas assisté à la dernière séance, par exemple vendredi. Mais le contenu, ça va être plus ou moins autour de ce que nous avons vu vendredi. Donc, c'est ce que j'ai précisé dans mon message. Donc, il s'agit de reprendre donc globalement ce que nous avons vu vendredi et puis peut-être ajouter quelques éléments. Donc, vendredi, nous avons nous avons commencé à travailler sur la série d'exercices. Je rappelle que vous avez une première série donc nous avons vu au début et qui consiste donc un petit peu quelques calculs élémentaires par rapport au schéma numérique. Donc, nous avons vu dans plusieurs exemples, plusieurs cas de calcul pour retrouver les méthodes classiques. Par exemple, comment retrouver les méthodes classiques, comment utiliser d'une manière générale l'intégration numérique, les approximations numériques de l'intégrale pour déterminer des schémas numériques des équations différentielles ordinaires. Et la deuxième série, une série un peu plus complète, où il y a déjà une partie des exercices que nous avons vus au fur et à mesure lorsque, dans le cours, lorsqu'on est en train d'avancer sur notre cours. Et bien sûr, nouveaux exercices d'application. Donc, c'est la série, il est sur Moodle depuis quelques jours. Et la série, donc voilà, il contient bon, 15, c'est la première partie en fait, il y a possibilité d'ajouter quelques autres exercices. Et sur les 15 exercices, nous avons déjà une bonne partie, on va dire, voilà, les 8 premiers exercices, c'est des exercices que nous avons déjà traités au niveau de notre cours. Maintenant, je vais les parcourir rapidement si je ne vais pas détailler les solutions, parce que les solutions, vous les avez, mais je vais plutôt parler de chaque exercice, ce qu'il faut faire comme méthode, et puis si vous avez des questions, ça c'est le plus important. Si vous avez des questions concernant donc ces exercices-là, vous devez donc les poser pour que je puisse revenir sur quelques précisions, quelques détails. Voilà. Donc, euh, bien. Voilà. Donc, notre premier exercice ici, évidemment, les premiers exercices sont des exercices simples d'application. Nous sommes dans une situation d'un schéma numérique. Donc, nous avons une fonction qui est supposée être luthésienne sur un intervalle t0, t0 plus grand t. Par rapport à sa deuxième variable, évidemment, c'est la condition, donc, l'une des conditions pour que le problème de Cauchy admet une solution et une solution unique. Et on considère le problème de Cauchy donc classique, x' égale à ft, xt, t toujours dans l'intervalle t0, t0 plus grand t, avec une condition initiale t0, la solution prend la valeur x0. Alors, la première question est montrer que le schéma d'Euler explicite à part de temps constant pour résoudre ce problème est consistant et stable. D'accord? La consistance et la stabilité sont deux notions donc importantes que nous avons vues et qui nous permettent, grâce au théorème de l'axe, de démontrer la convergence. D'accord? Donc ici, c'était la première question. La deuxième, calculer la différentielle première et seconde de f en déduire l'ordre de convergence du schéma d'Euler. Donc évidemment ici, pour revenir sur tous les éléments, ce sont des applications directes de notre cours.
je rappelle que nous avons une définition par rapport à la consistance et nous avons une caractérisation. Nous avons une définition de stabilité et une caractérisation de stabilité. Et bien sûr, ça dépend de chaque cas, de chaque situation, pour voir est-ce qu'on va utiliser la définition ou on va utiliser la caractérisation. Parfois, dans les exemples pratiques, la caractérisation est le plus simple. D'accord? Alors que la définition, comme il y a des limites, donc il faut faire un peu un calcul, c'est-à-dire prendre un epsilon positif, essayer de faire des calculs, trouver donc le terme qu'il faut, le état, pour démontrer que la limite c'est 0, dans le cas de la stabilité par exemple. Donc, et il faut connaître les deux, évidemment, les définitions, la définition de la consistance, la définition de la stabilité, et il faut savoir utiliser les caractérisations. Les caractérisations, dans notre cas, sont plus simples. Pourquoi? Parce que pour la consistance, la condition est que phi t x0 est égal à ftx. Bien sûr, phi, c'est la fonction définissant le schéma numérique. Et la stabilité, c'est que la fonction phi elliptisienne. D'accord? Donc, ce sont deux caractérisations. Donc, ici, nous utilisons les deux caractérisations. Bien sûr, le point de départ, c'est de donner la définition du schéma donc, explicite d'Euler. Le schéma explicite d'Euler, c'est xn plus 1 ou k plus 1 égale à xen plus h f de tx. tn, xen évidemment. D'accord? Ou bien je peux l'écrire en fonction de k, ou bien je peux l'écrire, ça c'est très important, j'ai déjà donc expliqué cela plusieurs fois, je peux l'écrire en fonction de, je peux l'écrire xn égale xn moins 1, hftn moins 1, xn moins 1, hein, sont toutes les formulations équivalentes de ce schéma d'Euler explicite. Bien sûr, ce schéma, on l'obtient comment? On l'obtient en intégrant l'équation différentielle et en utilisant la méthode rectangle à gauche pour approcher l'intégrale. Voilà. Donc, une fois j'ai le schéma, bien sûr, il faut toujours donner donc préciser pour que le schéma numérique soit bien défini, il faut préciser toujours la condition initiale ou les conditions initiales, parce que parfois nous avons besoin de deux conditions. Rappelez-vous quelques exemples que nous avons vus dans la première série, c'est-à-dire la première série d'exercices. Nous avons vu donc que lorsque la méthode est à deux pas, c'est-à-dire que x n plus 1 dépend de xn, mais aussi de xn moins 1, ou bien xn plus 2 dépend de xn moins 1, de xn plus 1 et de xn, nous avons besoin de deux valeurs donc, initiales pour pouvoir démarrer les calculs. Donc, un schéma numérique, il faut toujours donner le schéma au complet. Il y a l'équation récurrente, mais il y a aussi là où les conditions initiales qu'il faut. Donc ici, en écrivant notre schéma, ben, bien sûr, nous allons les densifier avec la forme canonique, si je peux dire. Voilà, HNOH. Voilà. C'est un schéma numérique. Un schéma numérique, nous l'avons écrit d'une manière générale, xn plus 1 égale à xen plus phi de tn, xn, h ou bien d'autres lignes. Bon, bien sûr, ici, on le sait déjà, par rapport au schéma numérique, la fonction phi tx h est égale à ftx. D'accord? Et bien sûr, ce que nous avons ici, nous pouvons déduire la consistance parce qu'elle est immédiate à partir de la définition même de phi. Nous pouvons par la suite, le schéma est consistant. D'accord? C'est-à-dire critères de la consistance. D'accord? Et puis, il est là. Et puis, critères de la stabilité. Critère de la stabilité, il est donné par la fonction phi elliptisienne par rapport à sa deuxième variable. Phi est une fonction à trois variables ici. D'accord? Phi, t, y, h. D'accord? Elliptisienne, un certain rapport, et le phi
de x moins y. Moi, je prends les valeurs absolues ici parce que je considère que x est dans R. Bien sûr, après, le cas général, vous savez que x était considéré dans Rn. Hein, d'accord? Donc ici, c'est le cas simplifié que nous avons utilisé depuis le début. Ben, sinon, il faut remplacer la valeur absolue par la norme. Bien. Alors ici, comment je vais déduire L phi? Bah, L phi, c'est exactement L des données. Pourquoi? Parce que phi txh, c'est exactement ftx. Phi tyh, c'est exactement fty. J'aurai ftx moins fty. F est une fonction lipschisienne par rapport à sa deuxième variable. Donc, je vais pouvoir développer ces calculs facilement et dire que la constante L ici de la fonction f, la constante, le rapport de Lipschitz de la fonction phi, il est le même que celui de la fonction f. Donc, nous avons donc la consistance, la stabilité, d'accord, et évidemment, nous pouvons déduire la convergence de la méthode. Calculer la différentielle première et seconde de f. Bon, la différentielle, c'est une différentielle première, seconde ou bien de niveau supérieur. Nous avons utilisé pour discuter l'ordre de convergence. Ici, c'est pourquoi vous avez dans l'autre question par la suite déterminer l'ordre de convergence de cette méthode. Donc, ici, nous avons la fonction. En fait, ici, voilà, la formulation de ce théorème, il est très important de revenir sur ce théorème-là, qui utilise différentiel d'ordre supérieur ou bien de niveau supérieur. Alors, il y a un élément important, j'aimerais bien revenir sur cet élément-là. C'est ce théorème fondamental. Nous avons vu donc plusieurs résultats importants, mais nous avons vu d'une manière importante donc ce théorème-là qui nous permet, voilà, c'est ce résultat important qui nous permet qui nous donne des critères pour déterminer, pour discuter l'ordre de convergence. D'accord? L'ordre de convergence, c'est un schéma quelconque. L'ordre de convergence, il est déduit à partir de l'ordre de consistance, parce que nous avons dit un schéma qui est consistant et stable, il est convergent. Il est convergent avec quel ordre? Ben, s'il est consistant, ça veut dire 1, l'ordre 1, ben, la convergence il est aussi d'ordre 1. Mais après, nous avons défini donc la consistance d'ordre supérieur. Et là, s'ensuit la convergence d'ordre supérieur. Et autre que la définition, qui est simple, un schéma qui est stable et consistant d'ordre P et convergent avec le même ordre. Ça, c'est la définition. Nous avons ce résultat qui caractérise donc cette démarche. Nous avons plusieurs niveaux. Ce sont des niveaux progressifs. Donc, je commence par le premier, je retrouve le critère démontrant la consistance. Phi tx 0 égale à ftx. Donc, je commence à ce niveau, je suis au niveau 1, au rang 1, à l'ordre 1. Donc, si j'ai en plus la stabilité, plus la consistance, bah, la convergence, il est d'ordre 1. Et je passe à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est pour obtenir un schéma qui est convergent avec un ordre au moins égal à 2. Parce qu'ici, quand est-ce que je peux dire que le schéma il est exactement convergent avec un ordre précis? S'il vérifie la ligne correspondante et ne vérifie pas la ligne suivante. Là, je peux dire, voilà, l'ordre est de P. Mais si je vérifie seulement une ligne, ben, je vais dire, il est d'ordre au moins égal à P. C'est-à-dire qu'il peut être supérieur à P. Il faut vérifier le niveau supérieur. Donc ici, première ligne, c'est la convergence habituelle, donc au moins d'ordre 1, mais il peut être d'ordre 2.
La deuxième ligne, c'est d'ordre 2, mais il peut être d'ordre supérieur. Donc, et voilà. Quelles sont ces lignes? Là, ces lignes de vérification. Là, c'est une dérivée partielle de la fonction phi appliquée au point h égale à 0, qui doit être égale à 1 sur p différentielle de ftx. Et la différentielle de ftx, elle est définie par récurrence. La différentielle 0, si je peux dire, la différentielle 0, c'est ftx. J'ai aucune opération de dérivation. La différentielle d'ordre 1, c'est ce qui est noté ici, dftx. Elle est égale à quoi? La dérivée partielle par rapport à t plus ftx multiplié par la dérivée partielle par rapport à x. Voilà, c'est dftx. C'est la première différentielle. Donc, je dois vérifier. Mais phi, dans notre cas, c'est ftx. Donc, il ne dépend pas de h. Lorsque je vais dériver par rapport à h, le côté, donc le membre à gauche va être égal à 0. Phi de tx est constante par rapport à h. D'accord? Dans ce cas, d'après le schéma d'Euler explicite. Donc, la dérivée partielle par rapport à h est nulle. Reste l'autre côté. J'ai dérivée partielle de f par rapport à t. F est une fonction quelconque qui dépend de t de x, plus ftx, dérivée partielle de ftx par rapport à x. Donc, fois 1 demi, évidemment. Il y a vraiment aucune condition qui va imposer à cette somme d'être égale à 0, quel que soit t et quel que soit x. D'accord? Ce n'est pas donc possible. Donc, dans le cas général, c'est, on va dire que la dérivée partielle de h est différente de la différence de 1 demi de la différentielle de f. Donc, la méthode d'Euler, comme on le sait, elle est d'ordre exactement égal à 1. Parce qu'il vérifie la première condition, mais il ne vérifie pas la deuxième condition. Voilà. Alors, l'exercice 2, là, par contre, c'est un cas d'application, donc je ne vais pas trop m'attarder. Nous avons deux problèmes PS. Chaque problème est donné par une fonction. Évidemment, le premier problème, il est donné par ftx égale p, il est donné par ftx égale t sinus x. Voilà. Bon. Voilà. Égale t sinus x. Et ça, c'est le problème P. Et le problème S, il est donné par ftx égale t carré plus t plus 1, je pense. D'accord? Non, t carré plus x plus 1. Voilà. T carré plus x plus 1. Bien sûr, il faut faire attention aux intervalles de définition. Donc, ce sont deux problèmes de Cauchy, donnés chacun par une fonction. Bon, ici, j'ai noté ff. Bien sûr, on peut, si on craint donc la confusion, on peut noter f1, f2, mais il faut s'habituer à cette situation où la fonction f peut être utilisée, la même notation pour plusieurs fonctions, lorsqu'on travaille avec plusieurs problèmes de Cauchy. Et bien sûr, il faut juste se retrouver pour associer chaque fonction, l'expression de chaque fonction au problème correspondant. Bon, donc ici, nous avons deux problèmes. Les questions, alors voilà, donner le schéma d'Euler explicite. Bon, nous avons la fonction f, xn plus 1 égale à xn plus h ftn xn. Je remplace par les deux fonctions, il n'y a pas de problème. Calculer les premières itérations en prenant h égale à 0, 1. Nous avons la valeur x0, x de 0, là dans le deuxième intervalle x de 1. T0 il est égal à 0 dans le problème par rapport au problème P, et il est égal à 1 par rapport au problème S. Il ne faut pas confondre donc ces deux situations-là. La condition initiale, nous avons travaillé d'une manière générale sur l'intervalle T0, T0 plus grand T. Et donc, la condition initiale, il est souvent associée à T0. Oui, on prend beaucoup, dans plusieurs cas, on trouve T0 égale à 0, mais ce n'est pas une donnée constante. Donc, il faut s'assurer, il faut faire très attention quelle est la valeur initiale. Calculer les deux premières itérations, ben nous avons x0 et nous avons
x0 aussi pour le deuxième problème. Bon, petite explication ici pour éviter les confusions. Le problème P, travaillons sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est pour 0t, d'accord. D'une manière générale, 0t. Sur l'autre, c'est 1t. Donc 0t, et sur l'autre, c'est 1t. Il faut faire très attention à cette situation-là. Pourquoi? Parce que ici, t0 égale à 0. Là, t0 égale à 1. D'accord? C'est l'objectif de cet exercice. Pourquoi ici, je ne peux pas écrire t1? Parce que la discrétisation de l'intervalle veut que je vais commencer à t0 ici, finir à t grand T. En prenant le pas h qui est égal à t grand T moins 1 sur grand T. Bien sûr, chaque ti est égal à t0 plus ih. C'est la discrétisation uniforme que nous avons utilisée jusque maintenant. Donc, t0 c'est 1, et j'aurai les points ici. t1 ne va pas être égal à 1, mais va être égal à 1 plus i fois h. Bien sûr, si j'ai les valeurs de grand T et de grand N, je vais pouvoir calculer la valeur numérique de h et faire le calcul. D'ailleurs, après, il me donne h égale à 0,1. Donc, j'aurai t0 égale à 1, t1 égale à 1 plus 1 fois 0,1. Voilà. Donc, c'est plus 0,1. Donc, T1, c'est 1,1. Et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas toujours se dire que T0 est égal à 0. Donc, la condition initiale, c'est x T0 qui est égal à x indice 0. Et il faut vraiment distinguer ces valeurs-là. Donc, ici, x0 va être x de T0 égale à x de 0 et les données par sa valeur qui est pi sur 2. Oui. Voilà. Et par rapport au second problème, x0, toujours, c'est égal à x de t0, c'est égal à x de 1, et c'est égal à 1 aussi par la définition du problème. Voilà. C'est une petite précision donc indispensable ici. Sinon, le reste, il est clair. Calculer deux itérations, nous avons x0, on calcule x1 et x2, nous avons le pas h, et donc le schéma récurrent peut nous permettre les calculs de ces itérations. Est-ce que ce schéma converge vers chacune des solutions? Bien sûr, la convergence. Bon, le schéma d'Euler explicite, on sait, c'est une propriété générale, indépendamment de f, de la forme explicite de la fonction f, hein, le premier exercice. Bon, je peux prendre f une fonction quelconque qui vérifie certaines conditions, alors le schéma est convergent. Donc ici, il faut juste vérifier les conditions. Quelles sont ces conditions? Bah, les conditions de convergence. La condition de la consistance, il est immédiate. D'accord? Parce que à chaque fois phi de txh est égal à ftx, donc il n'y a pas de h dans l'expression de la fonction f, et donc la consistance il est immédiate. Par rapport à la stabilité, ben, on utilise la même caractérisation que tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la fonction est lipschitzienne, et dans ce cas, ben, il faut vérifier que la fonction est lipschitzienne. Par rapport au problème P, on aura t sinus x moins t sinus y en valeur absolue. Donc, on utilise le théorème des accroissements finis pour trouver le rapport L. D'accord? Pour trouver un rapport L, pour obtenir le fait que la fonction est lipschitzienne, bah, on fait les calculs. Ftx moins fty, c'est sinus, donc sinus x moins sinus y avec un t en facteur, et sinus x moins sinus y, on utilise le théorème des accroissements finis pour trouver donc le rapport L. La même chose pour t carré x plus 1, pour le deuxième problème. Bah là, c'est plus simple parce que dès que je remplace, t carré et 1 vont être simplifiés, je vais retrouver exactement x moins y, c'est-à-dire un rapport, un coefficient de Lipschitz égal à 1. Donc,
on vérifie les deux, la stabilité, la consistance qui est immédiate et la stabilité à travers la condition sur le fait que la fonction doit être lipschitzienne, et on déduit la convergence, et même on peut déduire la convergence avec l'ordre P. Attention, un danger ici, la stabilité, il est caractérisé par phi lipschitzienne et non pas F. Dans les cas de méthode Euler, ce n'est pas. On a l'impression que c'est la même chose, mais dans dans un cas général, il faut faire très attention. Ici, la fonction phi est une fonction 3 variables, d'accord? Donc, lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable, et là, on déduit cet élément à partir de f par rapport à sa deuxième variable. Pour la méthode d'Euler, oui, il y a cette correspondance que phi, c'est égal à f, d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque le schéma est quelconque, il ne faut pas se tromper et étudier le fait, ou utiliser directement le fait que f est lipschitzienne. Il se peut que f soit lipschitzienne pour que le problème de Cauchy, avec l'autre condition, admet une solution unique, la continuité plus le fait que la fonction soit lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable. Et en même temps, on peut trouver une fonction phi définie, qui définit un schéma numérique, mais phi n'est pas lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Il faut bien distinguer que la condition sur la stabilité, elle porte sur phi et non pas f. Bien. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours intervenir. Alors, exercice 3. Donc, toujours la même situation. On utilise une partition de I avec un pas de temps constant. Étudier l'ordre de convergence des schémas. Point milieu et point deuil. Plutôt point milieu et schéma deuil. Explicite les deux. Les schémas, nous les avons sur le coup. Donc, il faut faire quoi? D'abord, il faut exprimer le schéma. Si on se rappelle la formule, on peut la déposer directement. Ben, sinon, nous pouvons toujours retrouver la formule. Alors, je rappelle que point milieu, c'est un schéma qui utilise l'approximation intégrale point milieu. Et le schéma de Hell utilise la méthode trapèze, Craig-Nicholson, avec une modification pour rendre le schéma explicite. Parce que lorsqu'on applique la méthode trapèze, on obtient un schéma implicite. Donc, ces deux méthodes, nous les avons déjà. Donc, il faut déterminer la fonction phi et comparer à chaque étape la dérivée partielle de phi par rapport à h avec 1 sur p, la différentielle d'ordre pi de f. Bien sûr, dans un ordre croissant, c'est-à-dire la première ligne, j'ai la consistance plus et donc la stabilité. Évidemment, il faut dire un mot par rapport à la stabilité ici. La stabilité, elle dépend de phi. Phi, il est bien défini. Et les détails par rapport à cet exercice, ils sont construire un schéma RK explicite d'ordre 3. Un schéma RK, c'est schéma Lange-Kotta. Bien sûr, les schémas Lange-Kotta, nous avons des propriétés à part pour la stabilité et la consistance et la convergence même. Nous n'avons pas à revenir sur la fonction phi parce que les calculs deviennent donc difficiles, mais nous avons des caractérisations par rapport aux coefficients, par rapport au coefficient BI, par rapport au coefficient CE, par rapport au coefficient AIG. Donc ici, on pose un problème, un tableau de Bücher, et on exprime les conditions. Quelles sont ces conditions? D'accord? On exprime les conditions. Donc déjà ici,
méthode RK explicite. Donc, nous avons déjà un premier élément important. C'est schéma RK explicite d'ordre 3. Donc, bien sûr, nous on sait qu'on doit. Donc, le tableau de Bücher, nous avons ici une matrice 3, 3. Nous avons ici un vecteur colonne 3. Et nous avons ici un vecteur ligne 3. D'accord? Donc, évidemment, c'est B1, B2, B3. Ici, C1, C2, C3. Bien sûr, on sait que C1, par rapport aux méthodes explicites, il est toujours égal à 0. Et la matrice AIG, elle est triangulaire supérieur strict. Inférieur. Elle est triangulaire inférieur strict. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai que cet élément, celui-là, et celui-là qui ne sont pas nuls. La diagonale, normalement, matrice 3, 3. Et comme ça. D'accord? Donc, j'ai, à partir de la diagonale, tout ça c'est 0. Donc, j'ai en fait, je dois déterminer seulement C A de 1, A 3, 1 et A 3, 2. Voilà. Après, j'ai des équations. Donc, quelles sont ces équations? Qui sont liées à quoi? Elles sont liées aux différentes propriétés, stabilité et convergence. Donc, pour la consistance, j'ai sigma BI qui est égal à 1. Donc, j'ai B1 plus B2 plus B3 doit être égal à 0. Ensuite, j'ai la somme la somme sur la ligne des AIJ qui est égale à AIJ égale à CI. Sur chaque ligne, la somme des AI, c'est le rang correspondant par rapport au C. Donc, je peux écrire A21 égale à C2 et A31 plus A32 égale à C3. J'ai encore une deuxième condition par rapport à la convergence qui est sigma B et CI égale à 1 demi. Donc, C1 est égal à 0 fois B1, c'est 0. C2 fois B2 plus C3 fois B3 qui est égal à 1 demi. Et j'ai encore une propriété qui est sigma, bien sûr ici, ce que j'ai écrit. J'ai écrit sigma BI CI égale à 1 demi et j'ai écrit sigma AIJ égale à CI. G allant de 1 jusqu'à S. D'accord? Et puis, j'ai sigma de BI, sigma de AIG, qui est égal à 1 demi. Bien sûr, je ne précise pas les axes ici. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ce qui est possible de calculer ou non. Donc, toujours ici, j'ai 3 étages, donc je peux écrire dès le début, c'est I égale à 1 jusqu'à 3. Mais après, on vérifie quelles sont les étapes possibles pour le calcul. Et là, je peux écrire G égale à 1 jusqu'à 3. Et développer étape par étape ces calculs pour voir comment d'abord calculer cette somme. Regardez comment on va calculer cette somme. On va écrire pour I égale à 1, 2 et 3. Donc, je vais écrire B1 somme de A1J plus B2 somme de A2J plus B3 somme de A3J. D'accord? Après, je peux écrire ici B1, A1, 1 plus A1, 2 plus A1, 3 plus B2 sigma, plutôt A2, 1 plus A2, 2 plus A2, 3 plus B3 A3, 1 plus A3, 2 plus A3, 3, si je veux faire un calcul détaillé. Et puis, je vais enlever les termes qui valent 0.
Donc, regardez là-bas, j'ai toujours, lorsque le premier indice est supérieur ou égal à le deuxième, c'est 0. Le premier indice est inférieur ou égal à le deuxième. A2, 2 et A2, 3 sont égales à 0. D'accord? Le premier indice est, lorsqu'il est inférieur ou égal à le deuxième, c'est 0. Donc, j'ai ici 0, j'ai là 0, j'ai aussi là 0, j'ai ici, non, c'est A2, 1, c'est bon, ici c'est 0, ici c'est 0, et là, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Donc là, c'est 0. Donc, je vais pouvoir réduire les calculs, trouver une équation supplémentaire et continuer donc à faire le travail. Et bien sûr, les détails des calculs, nous les avons déjà, dans le cours. Ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est l'ordre supérieur, la convergence d'ordre 2, parce que là, nous avons juste la convergence d'ordre 1. Quelle est la condition par rapport à la convergence d'ordre 2? La convergence par rapport à l'ordre 2, c'est voilà, sigma de quoi? De BI CI au carré qui est égal à 1 tiers. Et sigma de BI A et G CG égale à 1 sixième. Bien sûr, il faut faire attention à cette sommation. D'accord? Il faut faire attention à cette sommation, comment l'interpréter. Parce qu'il y a plein de termes ici qu'on ne pouvons pas calculer. Hein? Parce qu'il faut, regardez ici, BI, A et G, il faut que I soit supérieur à G et en même temps, avant de faire la sommation. Voilà, donc là, on ajoute une deuxième condition par rapport à la convergence d'ordre 2. Ça va nous faire un certain nombre d'équations. Bien sûr, ce sont des équations non linéaires, parce que on ne peut pas, donc nous avons des produits et tout, donc il ne faut pas penser et se dire qu'il s'agit d'un système linéaire, mais c'est un système non linéaire avec des inconnus qui sont C1, C2, C3, les 3 AIG et les 3 BI, mais avec plus d'équations, c'est-à-dire dans un premier temps, nous pouvons réduire les variables en remplaçant, en substituant. Donc, à partir de certaines équations, A2, 1 égale à C2, donc je peux l'utiliser. A3, 1, A3 plus A3, 2 égale à C3, donc je peux enlever soit A3, 1, soit A3, 2. D'accord? La même chose pour les BI, G3, BI, je peux enlever 1, et ainsi de suite. Et bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire tous les calculs ici parce que les calculs sont importants. Donc, ce système-là d'équations non linéaires, ben, on le réduit au maximum et puis on se rend compte qu'il y a plusieurs possibilités de solutions. Que lorsque nous arrivons à réduire les variables en 3, par exemple, ben, nous pouvons choisir, tester, choisir une valeur pour l'une des variables et essayer de trouver les autres. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de méthode de résolution, on va dire mathématique, c'est-à-dire comme pour les systèmes linéaires. Donc, on cherche une certaine solution particulière qui nous semble correcte, puis pour l'une des variables, puis on remplace et nous essayons de trouver les autres. Et dans la solution, vous avez au moins trois, je pense, oui, trois solutions possibles. Bien. Alors, ensuite, l'exercice suivant. Alors, soit donc toujours un problème de Cauchy avec les conditions qui vont avec. Est-ce que le schéma d'Euler explicite est astable? Voilà. Est-ce qu'il est astable? La définition de astabilité. Nous avons dit, la astabilité donc vient remplacer la stabilité pour voir un petit peu le comportement à l'infini. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn. Et donc, pour étudier la stabilité, nous avons la méthode maintenant, le test linéaire standard. Donc, il faut que j'harmonise l'écriture en écrivant
TLS partout, et non pas une fois TLS et une fois TSL. Le test linéaire standard, c'est un problème de coucher spécifique qui est donné par x' égale à moins Lx. Donc, le test linéaire standard, c'est x' égale à moins Lx. Et bien sûr, x0, une valeur, une condition initiale. Évidemment, ici, c'est un problème dont on sait calculer la solution exacte, il n'y a pas de problème. Et on sait que cette solution exacte converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, c'est pourquoi nous allons dire qu'un schéma numérique est astable si, donc, un schéma astable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le TLS, je l'applique à ce schéma, j'obtiens une expression xn, peut-être explicite, peut-être implicite, mais je dois le transformer et essayer d'obtenir une expression xn explicite. Souvent, on trouve une suite définie par récurrence. Et donc, il faut voir quoi? Est-ce que, quelles sont les conditions? Il y a deux cas. Est-ce que la limite de xn est égale à 0, en plus l'infini? Il y a deux conditions, il y a deux situations. Ou bien la limite est égale à 0 sans aucune condition. Là, c'est la astabilité. Ou bien inconditionnellement astable, c'est-à-dire il n'y a aucune condition sur la astabilité. Ou bien il y a une condition de stabilité. Donc, c'est une détermine, on va dire, un type de zone de stabilité. Donc, voilà. Donc, sinon, l'application pour Euler, il est simple, il n'y a pas de problème. Donc, on prend moins. Ah oui, je tiens à préciser aussi que parfois, sur certaines références, vous allez trouver x' égale à Lx, ou la lambda x, et non pas moins. Donc, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, pour nous, nous avons considéré moins Lx et nous allons continuer avec. Donc, on prend le TLS L avec L égale à 1, T0, X0 et T égale à 10. Calculer la solution exacte, évidemment, c'est un calcul simple. Étudier la stabilité. Donc, je prends le schéma et dedans, j'injecte TLS, c'est-à-dire, je prends le schéma, au lieu de prendre la fonction f, je prends ftx égale à moins Lx et je fais les calculs. Et bien sûr, bon, la dernière question, c'est toujours intéressant de tracer le graphe. Maintenant, vous pouvez toujours utiliser des applications mobiles ou bien des logiciels pour mieux voir, donc c'est la différence. Donc, nous avons la fonction, la solution exacte est une fonction bien définie. Et nous avons les solutions, trois solutions numériques pour h égale à 1,5, pour h égale à 3,5, pour h égale à 5,5. Je rappelle que les solutions numériques sont des points, constituent des points et non pas une fonction. Donc, comment nous allons tracer la courbe d'une solution numérique? La méthode, on va dire, la plus simple, c'est de considérer donc une interpolation par intervalle. Entre chaque deux points de la solution numérique, j'utilise un polynôme d'interpolation de degré 1, c'est-à-dire une droite. Donc, je vais tracer un segment du premier point vers le deuxième, un deuxième segment du deuxième vers le troisième, et ainsi de suite. Bien sûr, lorsque j'utilise un logiciel, je peux m'amuser à regarder des interpolations sur tous les points. D'accord? Je peux regarder plusieurs cas, mais le cas le plus simple que nous pouvons utiliser, c'est une interpolation par intervalle. Chaque intervalle, je prends une droite, un polynôme d'interpolation de degré 1. Et comme ça, je vais pouvoir comparer un petit peu les deux courbes de la fonction, de la solution exacte et de chacune des solutions numériques par rapport à ces points. Alors, ensuite, bon, la méthode implicite d'Euler,
en utilisant la dérivée, ça, nous l'avons vu, donc dans l'état, il n'y a pas de problème. La stabilité, je prends toujours le test linéaire standard et je le place dans le schéma numérique et j'étudie la convergence de la suite xn ainsi définie. Bien, alors, le L, soit L positif, l'exercice suivant, soit L positif en nombre réel, considérons le programme test linéaire standard, comme ce que nous avons défini, soit H un pas de temps, on pose Tn égale à NH et Xn est l'approximation. Nous sommes dans le cadre d'un schéma numérique. Alors, écrire le schéma de trapèze permettant de calculer Xn à partir de Xn plus 1 à partir de Xn. Évidemment, ça c'est dans une situation précise. Ou bien, encore une fois, je vais prendre la formule telle qu'elle est, dans le cas général, et remplacer la fonction f par son expression, ou je peux faire les calculs directement. D'accord? Méthode trapèze. Donc, je vais pouvoir retrouver formule en intégrant l'équation. En intégrant l'équation, je vais obtenir ici x de Tn plus 1 moins égal à x de Tn, plus l'intégrale, c'est Tn plus 1 moins Tn, c'est h, sur 2, d'accord? De quoi? De la fonction au point Tn et au point Tn plus 1. Donc, j'aurai moins L, x, moins L Tn, plus, alors, f de Tn, f de Tn xn, pour être exact, f de Tn, x de Tn, plus f de Tn plus 1, x de Tn plus 1. C'est là la méthode des trapèzes. F de A plus f de B sur 2 multiplié par B moins A. Donc B moins A c'est H sur 2. F de Tn xn c'est moins L Tn. Et f de Tn plus 1 x Tn plus 1 c'est moins L. Alors, c'est moins Lx et non pas T. Voilà, moins Lx de T. Donc c'est moins ln moins L x de Tn moins L x de Tn plus 1. On passe aux approximations. J'utilise l'approximation standard xg approximativement égale xtg pour n'importe quel indice g. Donc j'aurai xn plus 1 qui est égal à xn plus h sur 2 moins l xn moins l xn plus 1. Voilà. Après, je vais regrouper ces termes-là. 1 plus LH sur 2, xn plus 1, qui est égal 1 plus, plutôt moins, LH sur 2, xn. Et bien sûr, voilà ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, c'est qu'on trouve souvent une suite géométrique. Donc xn plus 1 est égal à 1 moins LH sur 2 sur 1 plus LH sur 2 xn. Je peux multiplier par 2, ça va me faire n moins LH sur 2 plus LH xn. Donc c'est l'application de la méthode de schéma de trapèze sur ce problème, donc test linéaire standard. Étudier la stabilité. Ben, la stabilité, elle est étudiée à partir de la dernière relation. Quand est-ce que cette suite converge? Ben, la condition de convergence, c'est 2 moins LH sur 2 plus LH et est inférieur strictement à 1. Est-ce que c'est toujours vrai? Bien sûr. LH étant positif, donc
je divise un nombre par un nombre qui est supérieur. Donc, et bien sûr, il faut que LH soit inférieur à le produit LH soit inférieur à 2, parce que sinon, ça peut passer de l'autre côté. De toute façon, la condition, elle est là, et la stabilité, elle est garantie sur cette, la zone qui vérifie cette condition. Après, il faut vérifier est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce qu'il y a des cas particuliers. À partir du schéma de trapèze, en déduire le schéma de E est-il stable? Est-il astable? Le schéma de E, l'avons vu plusieurs fois, il est déterminé et défini à partir de la méthode trapèze en rendant la méthode trapèze explicite. Parce que la méthode trapèze, je rappelle que la formulation générale, elle est donnée par xn plus 1. Elle est donnée par xn plus 1 égale à xn plus h sur 2 f de tn xn plus f de tn xn plus 1. Parmi les questions que les étudiants posent à ce niveau ici, parfois on écrit f de tn xn, parfois on écrit f de tn x de tn. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose? Pourquoi une fois on écrit ftn xn et l'autre on écrit ftn x de tn plus 1? Donc, ce n'est pas la même chose, vous le savez très bien. Donc ici c'est une formulation exacte. Ici c'est une formulation après approximation. D'accord? Donc normalement c'est cette formulation qui donne lieu à celle-là. Donc lorsque j'intègre l'équation différentielle, la première et la deuxième ligne sont des écritures exactes. Donc je dois écrire f de tn, x de tn. Et lorsque je passe aux approximations, là, je remplace tout ce qui est x de tj par xj. Donc je peux passer à cette ligne. Donc ce schéma-là est un schéma qui est implicite. Pourquoi? Il est implicite à cause de ce terme-là. D'accord? Nous, on cherche à calculer xn plus 1, mais xn plus 1, il est dans le second membre, et pas seulement, mais il est comme argument de la fonction f. Donc, je ne peux pas transposer et regrouper les xn plus 1. Une méthode pour transformer ce schéma implicite en schéma explicite, d'accord, c'est de remplacer xn plus 1 ici par sa formulation en fonction de la méthode d'Euler, par exemple. D'accord? Tout ça pour remplacer ce xn plus 1. Donc, finalement, le schéma de E, comme ce que nous avons vu plusieurs fois, c'est xn plus 1 qui est égal à xn plus h sur 2 f de tn xn plus f de tn plus 1 ici. Voilà. tn plus 1, tn xn, tn plus 1, f de tn plus 1. Donc, tn plus 1 ici, oui. Donc, tn plus 1 ou bien tn plus h, ce que je veux, virgule, et au lieu de xn plus 1, je vais écrire xn plus h, f de tn, xn. Voilà. Ferme la parenthèse ici, puis la parenthèse là, puis la collate. Voilà. C'est le schéma de E. Donc, pour étudier la stabilité, c'est toujours la même chose. F égale moins L f de tx égale moins Lx. Je vais remplacer ici par moins L txn. Je vais d'abord remplacer ici par moins L xn. Et puis, je vais remplacer pour cette fonction f, là, par moins L, tout ça. Il y a un travail de calcul. Nous allons trouver dans la formulation une expression différente, mais nous arriverons quand même à obtenir la suite géométrique. Xn plus 1 égale un certain coulomb Xn.
évidemment, la condition pour la stabilité, c'est la valeur absolue de Coulomb qui doit être inférieure à 1. Ce que nous avons dit la dernière fois, que ce type de condition, qui est donc déterminer la raison et mettre la valeur absolue inférieure à 1, il n'est pas toujours facile à déterminer. Parfois, nous avons des cas simples, on peut vérifier que c'est toujours vrai, ou bien il y a une condition. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est que cette expression, on peut toujours la transformer en une fonction g de LH. Donc souvent, nous posons grand X égale à LH, nous obtenons une fonction Gx, d'accord? Et on doit s'intéresser à la condition G grand X inférieur à 1. Si G est une fonction, on va dire, usuelle, un polynôme de degré 2, 1, 2 ou 3, des fonctions usuelles, nous pouvons faire un calcul mathématique, étude de fonctions et autres, pour déterminer cette zone. Comment nous avons déterminé? Ben, la zone de stabilité, si vous voulez, c'est X égale à LH qui vérifie cette condition. Et si on arrive à déterminer donc exactement cette condition par une relation L comprise entre en fonction de H ou bien H comprise en fonction de L, ben sinon, à ce niveau-là, parce qu'il y a d'autres techniques qu'on devrait donc faire, mais j'ai donc décidé de ne pas les mettre pour cette année spéciale. Donc, si on n'arrive pas à développer ces calculs, on peut tout de même dire, voilà une condition de stabilité, c'est que le X qui est le L fois H vérifie cette condition. Et nous arrêtons à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment particulier parce que sinon, nous avons une technique ou des techniques qui nous permettent de contourner cette situation et de décrire cet ensemble avec plus d'exactitude. Voilà. Alors, l'exercice suivant, ben, là, nous avons déjà essayé de traiter en présentiel. Il y avait un petit souci concernant l'application de la méthode, mais le reste, il n'y avait pas de problème. Ça a été corrigé sur les slides. Et donc, le schéma ici, il est Euler implicite. Donc, Euler implicite. Le schéma Euler implicite, xn plus 1 est égal à xn plus h f de tn plus 1 xn plus 1. Donc j'applique le schéma par rapport à f qui est cette fonction-là. F de tx est égal à x moins x sur 1 plus t au carré. Je remplace la fonction, je remplace dans la formulation, j'obtiens l'expression avec un peu de calcul. Je trouve toujours xn plus 1 se forme, ou j'exprime xn se forme d'une suite géométrique. Xn plus 1 égale à Coulomb fois xn. Là, nous avons des valeurs pour faire des calculs. C'est tout. Donc, pour appliquer donc cette méthode. Donc, après, les exercices supplémentaires que nous avons commencé à voir la dernière fois, c'est par rapport aux différents schémas de Runge-Kutta. Bien sûr, nous avons vu deux types de méthodes Runge-Kutta, implicite et explicite. Nous avons commencé par les méthodes explicites parce qu'elles sont les plus simples. Et nous avons par la suite passé aux méthodes implicites en remarquant que pratiquement toutes les conditions, les propriétés sont vraies, c'est-à-dire par rapport aux conditions de consistance, de convergence et tout. Bon. J'ai préféré donc faire ce découpage de cette manière, schéma explicite d'abord puis implicite, mais normalement les schémas de Runge-Kutta à ce niveau-là, le moment que vous connaissez les deux, ce n'est plus nécessaire de préciser est-ce qu'il s'agit de schéma implicite ou explicite dès le départ. Un schéma de Runge-Kutta et les données par son tableau de Bütcher. Et à partir de ce tableau de Bütcher, on va savoir s'il est explicite ou implicite. Et nous pouvons faire les calculs de la même manière. De toute façon, les conditions sont les mêmes. La consistance, c'est sigma b égale à 0.
Pour la convergence, la somme sur les lignes des A et G, c'est la composante correspondante sur les C, les CI. La somme des BI, CI est égale à 1 demi. Voilà, et les différentes donc, formulations concernant la convergence d'ordre 1, la convergence d'ordre 2 et la convergence d'ordre supérieur. Donc, parmi les questions que nous pouvons rencontrer par rapport à ces schémas, c'est de transformer un schéma donné d'une manière analytique en un tableau de Beecher et inversement. D'accord? Ça, c'est une première, donc, on va dire compétence que vous devez acquérir. C'est-à-dire, on vous donne un tableau de Beecher, vous devez être capable de réécrire la formulation analytique, c'est-à-dire xn plus 1 égale xn plus h sigma de BI KI. Vous devez être capable de formuler cette expression analytique de xn plus 1 en fonction de xn et de tout le reste, et en précisant les KI, et les relations de définition des KI, et ainsi de suite. Ou bien l'inverse, on vous donne un tableau de Beecher, ou bien l'inverse, on vous donne une formulation analytique, xn plus 1 égale, et vous devez donc essayer de retrouver le tableau de Beecher correspondant. Bien sûr, les exemples les plus simples sont les exemples des schémas habituels, Euler, implicite, explicite, point de milieu, trapèze, voilà, donc pour ces exemples-là, il faut être capable à chaque fois de passer de l'expression donnant le schéma numérique vers le tableau de Beecher, savoir comment retrouver les tableaux que nous avons déjà dans le cours, ou bien l'inverse. Il faut vraiment les deux sens, il faut les maîtriser. Bien. Alors maintenant, pour l'exercice 9, donc nous avons une formulation analytique. D'accord? Nous avons une formulation analytique et on nous demande de dresser le tableau de Beecher. Nous avons une formulation analytique et à partir de là, il faut dresser le tableau de Beecher. Donc, nous avons xn plus 1 égale xn plus h, k1 sur 6, 2k2, 2k2 sur 3, et puis k3 sur 6. Donc ici, déjà, un premier élément, c'est un schéma de combien d'étages? C'est la première question que nous devons poser. Évidemment ici, un schéma de Beecher, plutôt un schéma de Runge-Kutta à travers un tableau de Beecher, c'est un schéma qui fait les calculs des KI par des méthodes bien spécifiques et qui vient après nous dire xn plus 1 est égal à xn plus sigma i allant de 1 jusqu'à s bi ki. Voilà. Donc ici, en faisant l'analogie avec notre formule, qui est xn plus 1 égale à xn plus h ici, plus h b1 k1, plus b2 k2, plus b3 k3. Nous avons k1, k2 et k3. Donc bien sûr, on peut rapidement déduire sans grande difficulté les rapports ici. 1 sixième, 2 tiers et 1 sixième. Comment? Les coefficients ils sont là. 1 sixième, voilà, 2 tiers, et puis 1 sixième. Donc ça c'est premier. Maintenant, pour remplir donc les CI et les AIJ, là nous devons parcourir les KI. Donc, sur chaque ligne, KI il est défini comme étant quoi? Il est défini comme étant F de quoi? De Tn plus C et H. J'ajoute, je suis sur l'intervalle Tn, Tn plus 1. Tout ce travail se fait dans cet intervalle. Donc, pour chaque ligne, j'ajoute une portion ici. C1, C2, C, et bien sûr à la fin, CS, je dois être ici. D'accord? Lorsque je vais ajouter CS, je dois arriver à Tn plus 1. Je dois couvrir N plus 1. Donc Tn plus CIH
virgule, et là, c'est H, sigma, c'est H, sigma, de quoi? De A et J, KI. Sigma de A et J, KI. Le sigma, il part d'où? Le sigma, dans le cas général, c'est de I égale à 1, le J égale à 1. Voilà. C'est J égale à 1 jusqu'au S. Ça, c'est le cas général, donc implicite. Pourquoi? Chaque KI, il va être exprimé en fonction de tous les KI, l'ensemble des KJ, G allant de 1 à S, y compris K. Donc, c'est pourquoi on dit implicite. Et implicite ici par rapport au KI et non pas par rapport au XN plus 1, comme dans les exemples les plus simples. Ici, ce schéma, il est dit implicite. Pourquoi? Parce que le calcul de chaque KI dépend de toutes les autres valeurs KJ, allant de 1 à S. Si je veux un schéma qui est explicite directement, je vais écrire ici G allant de 1 à quoi? À I-1. Pourquoi I-1? Rappelez-vous ce que nous avons dit pour les schémas explicites. Nous avons dit que A et J, la matrice A et J doit être triangulaire inférieure stricte. C'est-à-dire I, elle reste toujours inférieure. Alors, A et J. Bon, inférieure stricte, c'est-à-dire I reste supérieur. Oui, alors A de 1, A de 2, A de 3. Cette valeur n'est pas possible, celle-là non plus, donc I reste supérieur, c'est bon. Donc c'est de G allant de 1 jusqu'à I-1. Je n'arrive même pas à I. Donc si K égale à, si I c'est 2, je vais écrire G allant de 1 jusqu'à 2 moins 1, c'est 1, donc il y a un seul terme. Si I c'est 3, je vais écrire G allant de 1 jusqu'à 3 moins 1, 2, donc j'aurai deux termes. Donc voilà. Maintenant, ce schéma-là, cette sommation-là va me donner la méthode explicite et celle-là, la sommation globale jusqu'à S, va donner la méthode implicite. Donc ici, pour déterminer ces coefficients, nous devons regarder les définitions des KI. K1 égale FTN XN. Ça veut dire quoi? FTN, j'ai aucune portion de H, j'ajoute rien, je suis à Tn. Et de l'autre côté, j'ai Xn, j'ai aucune valeur KI qui va apparaître. Voilà, pour K1 égale à Ftn Xn. Je regarde ici, est-ce que j'ai plus? Non, donc C correspond, la valeur C correspondante est 0. Et je regarde là, est-ce que j'ai plus une combinaison avec les KI? Non, donc c'est 0. K2. K2, c'est Tn plus H sur 2, Xn, il manque un H, nous l'avons déjà dit la dernière fois. Donc Xn plus HK1 sur 2. Voilà. Donc H sur 2, c'est F de Tn plus H sur 2, Xn plus HK1 sur 2. Et comme ça, qu'il est défini K2. Bon, il faut rectifier ça tout de suite.
Bien, alors, K2, voilà, xn plus, bon, on va écrire h ici, et aussi, il faut fermer une parenthèse. Voilà. Donc, le terme K2 nous permet de dire que là, j'ai un demi, h sur 2, que ici, j'ai un demi, parce que j'ai utilisé K1, mais je n'ai pas utilisé K2 ni K3. D'accord? K3 est égal K3 est égal Ftn plus H, Xn moins HK1 plus 2HK2. Donc, Ftn plus H, Xn moins HK1 plus 2HK2. HK1 moins HK1 plus moins HK1 plus 2HK2. Bien. Donc, ici, je regarde là, j'ai 1. Je regarde ici, j'ai moins 1 par rapport à K1 et j'ai 2 par rapport à K2 et rien par rapport à K3, bien sûr. On le sait parce que le schéma, il est explicite. Donc, voilà le tableau de Becher associé à ce schéma. Maintenant, les autres questions. Voilà. C'est bon. Dresser le tableau de Becher. Est-ce que ce schéma est consistant? Là, la consistance avec les méthodes de Range-Kotta, il n'y a pas plus simple. La condition est sigma BE égale à 1. Nous avons 1 sixième plus 2 tiers plus 1 sixième égale à 1. Donc la réponse est oui. Ça y est, c'est immédiat. Il n'y a pas de calcul à faire par rapport à cette question de consistance. Ensuite, appliquer le schéma à un problème test linéaire standard et exprimer dans ce cas xn. Donc, le schéma, on va l'appliquer. Avant d'appliquer le schéma, il faut calculer les KI. De préférence, il faut les calculer séparément. D'accord? Donc, f de tx est égal à moins lx. Donc, K1 est égal à moins lxn. K2 est égal à moins L xn plus hk1 sur 2 est égal à moins L xn plus h sur 2 moins L xn. Je peux même moins, voilà, L h xn sur 2. Donc c'est moins L, 1 moins LH sur 2 xn. Et puis de la même manière, je vais calculer K3. K3 égale, je prends moins L tout ça, donc moins L xn moins h k1 plus 2h k2. Évidemment, je remplace k1, je remplace k2 et j'essaie de simplifier cette écriture. Après, j'applique la formule qui est xn plus 1 égale à xn plus h k1 sur 6
plus 2K2 sur 3 plus 1 K3 sur 6. Je remplace chaque KI, il y a un peu de calcul, oui, c'est vrai. Je remplace chaque KI par sa valeur et je vais ordonner l'écriture. Notre objectif, comme nous sommes en train d'utiliser TLS, un test linéaire standard, notre objectif, c'est exprimer explicitement xn en fonction du reste. Donc ici, voilà, fois xn. C'est notre objectif. Et ici, si mes calculs sont exacts, il faut toujours vérifier ces calculs. 1 moins LH facteur 2 LH au carré sur 6 moins LH sur 2 plus 1. C'est à vérifier, il faut toujours revérifier les calculs. Il se peut qu'il y a des couacs que ce soit donc glissés. Donc, voilà une condition de stabilité en posant grand X égale à LH, ou bien Z égale à LH, une condition de stabilité ou de astabilité, c'est que 1 moins grand X facteur de X au carré sur 6 moins X sur 2 plus 1, tout ça est strictement inférieur à 1. Cela veut dire un certain polynôme de grand X inférieur à 1. Avec le polynôme, c'est le polynôme de troisième degré défini par 1 x3 sur 6 moins x au carré sur 2 plus x, plutôt moins x3 sur 6 plus x au carré sur 2 moins x plus 1, hein, en développant et en organisant. Donc, et ça, on peut nous arrêter à ce niveau ici, sauf si nous avons un outil, par exemple, parmi les outils possibles ici, c'est d'utiliser un outil de graphisme. Hein. Bien sûr, il y a d'autres méthodes mathématiques ici. Je suis en train de discuter avec vous, de vous montrer comment nous pouvons donc trouver par des méthodes pratiques, utilisant des logiciels, comment nous pouvons approcher donc cette zone de stabilité. Regardez ce que nous avons ici. Nous, on veut que Q lambda de X, X c'est grand X et LH, qui est positif, soit strictement comprise entre moins 1 et 1. Donc ici, ça veut dire que pour cette zone-là, jusque ce point-là, ce point d'intersection que nous pouvons déterminer. Voilà, ce point-là, nous pouvons déterminer. Bon, c'est pratiquement ça. Hein, ça a été un petit peu décalé. Je vais refaire ça. Et ce point-là. Voilà. Donc, c'est 2,51 approximativement, moins 1. Donc, nous, on sait que lorsque le produit LH est compris entre 0 et 2,5, par exemple, 2,5, c'est suffisant, strictement inférieur. Lorsque LH, le produit LH, est compris entre 0 et 2,5, nous avons cette condition. LH, compris entre 0 et 2,5, nous avons la condition. Donc, comment nous pouvons utiliser donc un petit peu des outils pratiques, numériques, des graphes. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger, soit pour PC, soit pour mobile. Voilà. Donc, voilà un exemple d'illustration par rapport à ce problème d'étudier la stabilité à partir d'un schéma, bien sûr, test linéaire standard, lorsqu'on n'arrive pas à une équation mathématique simple. Ici, c'est un polynôme de troisième degré. Nous pouvons
éventuellement, si on veut faire un calcul mathématique plus rigoureux, nous pouvons étudier la fonction q ln x sur 0 plus l'infini, dresser le tableau de variation et utiliser le théorème de la déjection sur des intervalles, sur l'intervalle moins 1, 1, si nous pouvons utiliser ce théorème. Mais si la fonction change de monotonie, nous ne pouvons pas utiliser la théorème de déjection sur tout l'intervalle moins 1, 1, nous allons l'utiliser sur des sous-intervalles pour obtenir donc une caractérisation mathématiquement rigoureuse. Bien. Après, ben voilà, c'est exprimé et étudié dans ce cas la limite. Ben, la limite, c'est que lorsque Q ln LH, c'est-à-dire la condition est vérifiée, la limite c'est 0, et on déduit que avec cette condition, nous avons la stabilité. Alors, l'exercice suivant, nous considérons l'équation différentielle avec x' de t qui est égal à xt t. Ça, c'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle fonction. C'est x, ce n'est pas une fonction f. C'est une fonction ftx égale à x fois t. X' de t égale à f égale à x de t fois t. Donc, c'est ftx égale x fois t ou bien t fois x. Dans nos calculs, sachant que nous avons utilisé le schéma suivant, explicite. Voilà, je cherchais le mot. Explicite. La première chose à faire lorsqu'on dit explicite, c'est que C1 égale à 0. C'est que A12 égale à 0. Et A11 égale à 0. D'accord? Pourquoi? C12, parce que c'est toujours vrai pour les schémas explicites. Nous l'avons comme condition initiale. Donc, pour définir les schémas explicites Runge-Kutta. 1, 1, 1 et 1, 1, 2 et A 2, 2. C'est pour obtenir la matrice triangulaire inférieure stricte. Donc, les trois termes ici sont nuls et le quatrième. Déjà, les quatre sont nuls. Donc, ce que je peux écrire immédiatement, je peux écrire le tableau de Butcher comme étant déjà ces deux étages, donc c'est donné, donc 0, 0, 0 et 0. Il reste seulement ce terme-là et celui-là et ces deux-là. Ce sont les conditions donc supplémentaires. Les conditions supplémentaires pour retrouver ces variables-là. Nous avons une condition importante, laquelle la somme sur les lignes des AIG est égale à la composante CI correspondante. Comme ici, nous avons seulement une valeur qui va rester, c'est A de 1, et une valeur qui est là, c'est C2, donc je sais qu'ils vont être égales. D'accord? La somme pour une certaine valeur I, la somme G allant de 1 jusqu'à S, de A, I, J, est égale à CI. C'est une condition par rapport à ces méthodes de Runge-Kutta. Donc, ici, cette valeur, elle est exactement égale à celle-là. Je peux écrire alpha. Cette valeur est B1, cette valeur est B2. Je peux conserver B1, B2 ou remplacer B1 par 1 moins B2 parce que sigma bon, d'accord. Voilà. Sigma BI est égal à 1. Condition de consistance. Donc, je peux garder B1, B2 comme je peux remplacer B1 par B2 ou bien B2 par B1, B2 par 1 moins B1 ou bien l'inverse. Voilà. Et puis, je vais faire quoi? Je vais réécrire le schéma avec ces
ces détails maintenant. D'accord? Je vais réécrire le schéma. Et à la fin, je vais l'identifier avec le schéma donné. Donc, écrire le schéma. J'ai deux étages ici. Je dois calculer x1 qui est égal à, je rappelle que f et x est égal à x fois t. Donc, K1 égale à ftn xn va égal à tn xn. Et K2 est égal à f de quoi? Je vais mettre K2, il est là. Ça correspond à cette ligne. Donc, c'est tn plus alpha h. Rappelez-vous, je prends cette portion de h. Virgule, quoi? xn plus, c'est un schéma explicite. Donc, je vais faire la somme jusqu'à i-1. I-1, c'est 1. Donc, je n'ai pas de sommation. J'ai seulement un seul terme. Qui est ce terme? H fois A de 1 fois K1. D'accord? Donc, finalement, j'ai F de Tn plus alpha H, virgule, Xn plus alpha H, K1, c'est Tn Xn. Et voilà. Donc, je vais maintenant appliquer la définition de la fonction f. K2 est égal x fois t, ou bien t fois x. Tout ça, c'est joue le rôle de x. Tout ça joue le rôle de t. Donc, je vais écrire tn plus alpha h facteur de xn plus alpha h tn xn. Et après, je vais essayer, d'abord, non, ça c'est juste K2. Après, j'ai la formule. La formule, elle me dit xn plus 1, la formule range quota, égale à xn plus h, sommation de i allant de 1 jusqu'à 2, de bi, ki. Donc, j'aurai xn plus h b1 k1 plus h b2 k2. J'ai l'expression de K1, j'ai l'expression de A2. Bon, ici, j'ai laissé B1, B2, mais je peux aussi travailler avec B1 et 1 moins B1. D'accord? Donc, je remplace. J'aurai xn plus h B1 K1, c'est Tn xn, plus h B2 K2, c'est tout ce terme-là. Tn plus alpha h xn plus alpha h Tn xn. Qu'on doit ajouter. B2 alpha égale à 1 demi et B2 alpha au carré égale à 1 quart. D'accord? Donc, ça nous permet de faire un petit calcul pour déterminer alpha et obtenir alpha égale à 1, B2 égale à 1 et B1 égale à 0. D'accord? Il y a un détail de calcul ici qu'il faut refaire jusqu'à obtenir donc une formule qu'on peut identifier ici, terme par terme, d'accord? Qu'on peut identifier avec le premier, c'est-à-dire xn. Je dois écrire grosso modo devant la même forme et je vais obtenir dans l'expression les alpha 1, b1 et tout, et je vais b1 et b2 et je vais diluer. Voilà donc comment je vais déterminer le tableau de Butcher. Je vais déduire est-ce qu'il est consistant. Ben, évidemment, j'ai trouvé B1, B2 égale à 1. C'est par hypothèse même que nous avons donc nous avons travaillé, fait des calculs et nous avons trouvé que B1 égale à B1 égale à 0, B2 égale à 1, donc la somme c'est 1. Appliquer le schéma au problème TLS, c'est-à-dire on revient à notre test linéaire standard moins LX, et exprimer dans ce cas xn.
Donc, ici, le schéma, on doit reprendre les calculs à quel niveau? On doit reprendre les calculs au niveau de K1 et K2. D'accord? Nous devons donc reprendre les calculs au niveau de la fonction f. Attention ici, pour ne pas commettre d'erreur, je ne peux pas remplacer ici. Je n'ai pas la fonction f. Par contre, j'ai le tableau de Bütchel maintenant. D'accord? J'ai le tableau de Bütchel. Donc, je vais calculer K1 et K2 en fonction de ma fonction TLS moins LX. Et formuler à nouveau la quadrature. Bon, alors, voilà. Alors, ce que nous avons dit ici, nous avons dit alpha égale à 1 demi. Donc, on aura 0, 1 demi, 0 et 0, 1 demi et 0. Nous avons dit B1 égale à 0 et B2 égale à 1. Voilà. Donc, comment je vais appliquer TLS? Test linéaire standard. Bah, je vais réécrire le schéma ici. Le schéma, il me dit K1 égale Tn, f de Tn xn est égal à moins L xn par rapport à TLS. K2 égale f de Tn plus h sur 2 xn plus h K1 sur 2. Un demi vient de là. K1 fois A de 1. Voilà. Alors ici, c'est xn. xn plus h K1 sur 2. Bien sûr, ici, égale moins L tout ça. Moins L xn plus h K1. K1, il est là. Je peux remplacer. Moins L h xn. Voilà. Et donc, voilà juste pour vérifier. Ça, c'est K2. Et puis, je vais écrire quoi? Je vais écrire xn plus 1 égale à xn plus h sigma bi ki. Mais B1 est nul, donc il ne reste que B2 qui est 1, donc il ne reste que K2. Donc je vais écrire ici moins LH xn moins LH xn. Bien évidemment, il y a encore de l'organisation. Je pouvais le faire juste d'abord ici. Je pouvais faire moins L, 1 moins LH x n, et venir ici, dire que c'est xn moins L, 1 moins LH xn, pour obtenir finalement 1 moins L, 1 moins LH. H ici. Ça, c'est K2. Il y a le H ici. 1 moins LH, 1 moins LH, xn. Voilà. Donc, je trouve ici la formulation sous forme d'une suite géométrique. J'ai la raison. Si je note LH égale à grand X, donc j'aurai ici 1 moins grand X, 1 moins grand X, voilà, qui doit être inférieur ou égal à 1. Là, j'ai un polynôme second degré, c'est encore plus simple pour faire ces calculs-là. 1 moins LH, 1 moins LH sur 2. Il y a un demi qui a sauté quelque part, là. Voilà. Bon, un demi qui a sauté. Donc, vous devez bien sûr, ça, c'est l'enjeu ici. Il y a beaucoup de calculs et il faut bien faire attention à ces calculs. J'espère. Donc là, je suis en train de rédiger une solution détaillée pour essayer
vous donner une solution détaillée, comme ça vous pouvez vous référer à cette solution pour faire vos calculs. Bien. Alors, donc, voilà. Nous avons encore quelques exercices. La dernière fois, nous avons vu aussi l'exercice 11 sous forme d'une petite indication pour l'exercice 11 et 12. Maintenant, je vais vous demander de faire ces exercices qui restent. Voilà, nous avons de 11 à 15. Essayez de faire ces exercices pour la séance de vendredi. Et je vais donc prendre quelque chose comme 15 minutes supplémentaires pour parler de ce que je vous ai dit la dernière fois sur la formulation générale, parce que là, nous avons utilisé une méthode, on va dire, simplifiée pour traiter les schémas numériques. Alors, la méthode pour les formulations d'ordre général. Alors, en fait, la fonction phi qu'on utilise devient une fonction à plusieurs variables, avec la variable au milieu, la deuxième, qui devient une variable sur Rn. Pourquoi? En fait, c'est comme si on fait une première approximation à tous les points. Donc, nous avons de x0 à x grand N. Voilà. Nous avons de x0 à x grand N. Et puis, on ajoute des itérations. Donc, d'une manière générale, le cas général, nous avons pour le schéma numérique, c'est la même écriture, sauf que le xk ici, ce n'est pas un point, mais c'est un uniplet, c'est dans Rn. D'accord? C'est la même formulation, mais que les xk sont dans Rn. Ça, c'est la définition. Et bien sûr, le fait qu'il y ait cette définition, ça va engendrer une modification dans l'ensemble des définitions et des propriétés. La valeur absolue n'a plus de sens ici. Ben, il y a la norme qui vient remplacer. Et les calculs, il faut faire attention. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu donc commencer par le cas général, parce que avec le peu de temps que nous avons, ça peut engendrer quelques difficultés, mais il faut être conscient que ce que nous avons vu, c'est juste un cas simplifié, que le cas global que vous allez rencontrer plus tard, pour ceux qui vont peut-être continuer dans le calcul scientifique, l'analyse numérique, l'optimisation et autres, vous allez donc trouver le cas général comme ça. La convergence, par exemple, la convergence, nous avons dit, oui, alors avant de parler de la convergence, regardez ici, c'est un élément très important. Ici, nous avons HK et non pas H. Ça veut dire que nous ne considérons pas un pas qui est constant. Nous pouvons considérer un pas qui est variable aussi, qui dépend de H, qui dépend de K. À chaque niveau K, je peux changer donc le pas. Et je vous ai dit la dernière fois pourquoi. Parce qu'il y a des régions, par exemple les extrémités de l'intervalle, où nous pouvons rencontrer quelques problèmes de calcul. Donc on aimerait bien que H soit, la valeur de H soit la plus petite possible pour pouvoir bien contrôler les calculs dans cette région-là. Et puis après, au milieu de l'intervalle, les fonctions sont bien régulières, il n'y a pas de problème aux limites et tout. Donc je peux prendre un pas qui est un peu plus large. Et de même pour la deuxième extrémité. Donc les schémas numériques, à vrai dire, avancés si vous voulez, c'est des schémas que se font avec des xk qui sont dans Rn et avec des hk et non pas des h. C'est-à-dire que je peux, à chaque instant, à chaque étape, à chaque niveau, adapter le pas. Bien sûr, passer à ce niveau-là va engendrer des calculs qui vont être un peu plus avancés. La limite, par exemple, nous avons dit la limite, la convergence, nous avons dit un schéma converge, c'est xtn moins xen reste au voisinage de 0 lorsque h tend vers 0, la limite h tend vers 0 de xtn moins x, le sub bien sûr, toutes les valeurs possibles donc, pour n, c'est xtk moins xk, voilà, ce n'est pas tn.
Tn c'est l'extrémité, c'est xtk pour chaque k, xtk moins xk. Avec h étoile ici la limite prend une autre formule. Pourquoi? D'abord, nous n'avons pas de h pour la faire tendre vers 0. Nous avons différentes valeurs hk. Donc on fait quoi? On définit h étoile comme étant le sub des hk. Et puis on fait tendre h étoile à 0. Comme ça, l'ensemble des hk vont tendre aussi à 0. Et nous avons une condition supplémentaire, c'est par rapport à la valeur initiale. Rappelez-vous, nous avons dit que l'approximation de la valeur initiale peut causer des problèmes. Donc, on veut ici que l'approximation de la valeur initiale qui est x0 ne soit pas très éloignée de la valeur xt0, qui est la valeur exacte. Donc, c'est-à-dire, on fait tendre la différence vers 0, bien on le met inférieur à une certaine constante petite. Et voilà la définition, comment il est transformé avec la norme, évidemment, et non pas la valeur absolue, parce que la norme ici, elle est dans Rn. L'erreur de consistance, elle est définie de la même manière. Je prends le schéma, au lieu d'injecter xtk, xk, j'injecte xtk, hein, la valeur exacte au lieu de la valeur approchée. Et puis, un schéma est consistant, c'est l'erreur de consistance. L'ensemble des erreurs de consistance, c'est-à-dire le max, tend vers 0 lorsque quoi? Lorsque h étoile tend vers 0. Le max des hk et non pas h. C'est là la difficulté avec un schéma général, c'est que nous n'avons pas un pas constant pour pouvoir traiter donc traiter l'ensemble des sous-intervalles de la même manière. Ici, chaque tk plus 1, l'amplitude de cette sous-intervalle, cette subdivision plutôt, elle est égale à hk et donc il peut être variant. C'est pourquoi ici, au lieu de dire h tend vers 0, on dit h étoile ou bien le max des hk qui tend vers 0. Alors, le critère que nous avons vu de consistance, c'est un critère qui est encore valable. C'est phi tx0 égale à ftx. Alors, quelques éléments par rapport à la démonstration. D'accord? Donc, on essaye de formuler l'erreur de consistance avec la définition ici. Et puis, j'exprime xtk plus 1 moins xtk en fonction de la solution intégrale, celle-là. D'accord? Donc, j'arrive à formuler l'erreur de consistance de cette manière-là. Et puis, je fais quoi? Bah, je vais séparer cette intégrale en ajoutant un terme supplémentaire qui est ftk x de tk, la valeur exacte par rapport à f. Je remplace j'injecte tk x de tk. Et puis, voilà, j'ai deux intégrales. Ce que je vais faire, j'ai deux termes. Je vais essayer de majorer chaque terme par epsilon, ou par epsilon sur 2, pour obtenir donc que le max des RK, la norme bien sûr et tout, est inférieur à epsilon, c'est-à-dire de le faire converger le max des erreurs vers 0. Donc pour la première partie, nous allons donc partir du fait que on pose la fonction gsyh égale à fsx moins phi, d'accord? C'est une fonction qui est continue. Et il vérifie en plus gsx0 égale à 0. Regardez ici, je remplace h par 0, j'aurai quoi? fsx moins phi sx0. Mais n'oublions pas que le schéma que nous voulons démontrer que la condition veut bien dire la consistance. Quelle est la condition? Phi sx0 égale à fsx. Donc, je suppose que cette condition est remplie. Donc, gsy0 égale à fsx moins phi sx0 qui est à son tour égal à fsx. Donc, je vais obtenir 0. Une fonction continue dans les marges au point 0 et 0, je peux utiliser la définition de la continuité en utilisant la limite. La limite de lorsque h tend vers 0 de fsx moins phi sxh,
norme bien sûr, cette limite tend lorsque h tend vers 0, tend vers l'image de GSX0 qui est 0. Donc, quel que soit epsilon, là, il existe un alpha, quel que soit hk, maintenant, c'est le h qui tend vers 0, c'est l'ensemble des hk, parce que h, on peut dire h étoile, c'est le max. Quel que soit hk inférieur à alpha, nous avons ftk xtk moins phi, hein, inférieur à epsilon. Nous avons une suite qui converge vers 0, d'accord? Donc, l'image va converger aussi vers l'image de 0 qui est 0. Donc, nous avons cette norme-là, c'est la deuxième, d'accord? C'est par rapport au deuxième intégral. Donc, ici, la norme de RK, ici, elle est égale à la norme du reste, elle est inférieure ou égale à la norme, la première intégrale. Je peux faire entrer la norme à l'intérieur, et donc je vais récupérer pour la deuxième intégrale alpha, epsilon plutôt. Et la même chose, je vais le faire pour la première, sauf que je vais remarquer que la fonction SFSX est continue. Elle est continue sur un intervalle fermé, donc il est uniformément continu. D'accord? Et par conséquent, la définition d'uniformément continu, pour epsilon positif, il existe un état, et pour S qui reste dans cet intervalle, nous avons FSX moins FT, TK XTK inférieur à epsilon. La définition d'uniformément continu. D'accord? Uniformément continu, quel que soit epsilon, il existe un état x moins y inférieur à état implique f de x moins f de y inférieur à epsilon. Ici, f est une fonction de variable. D'accord? Donc, uniformément continu, ça veut dire je prends s dans l'intervalle tk et tk plus 1 et je prends x égale à tk et y égale à s. Voilà, j'obtiens epsilon. En imposant à HK d'être inférieur à tous les HK, c'est-à-dire H étoile qui est le sub, à tous les HK d'être inférieur à la valeur minimale entre alpha et eta pour pouvoir appliquer les deux majorations, ben nous arrivons à obtenir la norme de RK inférieure à 2 epsilon, quel que soit epsilon et quel que soit k, c'est-à-dire c'est la consistance, la limite de RK égale à 0. Voilà une idée sur la partie mathématique. Il ne faut pas négliger donc ces éléments-là. Hein. Nous avons fait beaucoup de méthodes numériques, de schémas, et on pouvait se dire à un certain moment qu'il n'y a pas beaucoup de mathématiques. Non, au contraire, il y a beaucoup de mathématiques et on utilise un petit peu les outils d'analyse des équations différentielles et tout. On les utilise de manière très importante dans les démonstrations. La deuxième notion que nous avons vue, c'est la stabilité. La définition, il est adapté de la même manière. Il existe M1, M2, nous l'avons déjà dans le cas scalaire, dans le premier cas que nous avons vu. Mais ici, c'est les normes, d'accord? C'est les HK, il faut faire attention avec les HK, parce qu'il n'y a pas une seule valeur H constante, il y a plusieurs valeurs HK. Donc, on fait le calcul de cette manière, on adapte la définition de cette manière, et puis, le théorème de l'axe, qui est le théorème le plus important que nous avons vu, qui nous dit qu'une méthode qui est stable et consistante est une méthode qui est nécessairement convergente. Donc là, bien sûr, les éléments de la démonstration, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, d'accord? Les éléments de la démonstration, j'écris la définition de l'erreur de consistance, d'accord? Et je la transforme de cette manière en un schéma, si vous voulez, ou un schéma xtk plus 1 égale à xtk plus le reste. C'est un schéma qui est consistant, donc les RK, tous les RK convergent vers 0, le max des RK converge vers 0, lorsque les HK ou bien H étoile qui est le max des HK convergent vers 0. Donc ce que je vais faire ici, je vais définir un deuxième schéma qui est YK égale à X de TK. Voilà, un deuxième schéma ici à partir de cette formule, parce que j'ai mon premier schéma qui est xtk égale xtk plus 1 égale à xtk plus hk phi. Ici, ce n'est pas par rapport à phi, mais phi plus rk. C'est ce que nous avons appelé perturbation. Appelez-vous le epsilon. Nous avons dit, pour la stabilité, j'ajoute
une perturbation epsilon et je regarde ce que se passe. Donc c'est la même chose ici, sauf que là, la perturbation, c'est RK. Donc je réécris cette dernière formule comme étant une formule avec les Y, ainsi définis, et j'aurai deux schémas. Le premier, c'est XK, X indice K, XK plus 1 égale XK plus HK indice 1. Et l'autre, c'est Y indice K, que je l'ai défini à partir de XTK. J'ai deux schémas qui sont des schémas, l'un est une perturbation de l'autre. D'accord? Le schéma en Y est un perturbé de celui en X. Donc, la stabilité ici, on peut parler de la stabilité. C'est un schéma qui est stable. Donc, la différence entre xk et yk doit rester contrôlée. Il doit pas, l'erreur ne doit pas se propager et se multiplier. D'accord? C'est ce que nous avons dit, s'amplifier plutôt. S'amplifier, c'est-à-dire l'erreur qui va se multiplier d'une manière qui va devenir hors contrôle. Non, ici, on garde l'erreur, la différence entre xk et yk, il est inférieur à une constante fois la différence entre les valeurs initiales et fois une deuxième constante fois la plus grande perturbation. Hein. On veut que ça reste comme ça. Donc, ce que nous allons faire, ben, nous allons, le fait que RK converge vers 0, nous pouvons appliquer donc utiliser donc la définition abstraite de la limite en choisissant bien notre état, quel que soit epsilon, il existe un état. Donc ce état, on le choisit donc plutôt le epsilon, on le prend epsilon sur 2m carré. Il existe un état pour obtenir la majoration. C'est un calcul que vous avez l'habitude de faire pour adapter les calculs pour trouver à la fin le epsilon qui va nous donner la limite. Donc, la limite des RK, c'est 0. Sup des RK, la limite, c'est 0. Donc, j'écris cette limite avec epsilon sur 2m carré. Donc, je sais que je peux trouver un seuil H étoile tel que, quel que soit HK inférieur à H étoile, j'ai cette inégalité. La même chose pour la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée de la condition initiale. J'impose à cette condition d'être inférieure à la fois à epsilon sur 2m1 et H étoile, et je regroupe tous les éléments à partir de cette inégalité-là pour obtenir que le sup de xk moins xtk, qui est yk, est inférieur ou égal à epsilon. Bien sûr, ici, ça veut dire la limite, c'est 0. C'est exactement la stabilité. La stabilité me dit, c'est plutôt la convergence. La convergence, il me dit que le maximum des écarts entre la solution exacte et approchée tend vers 0. Là, c'est mon cas ici. Voilà, je vous ai dit la dernière fois que je vais quand même vous montrer au moins un élément 2 par rapport au cas général, parce que c'est le cas le plus important que vous allez rencontrer par la suite. Maintenant, tout ce que nous avons vu, c'est un cas scalaire simplifié qui va vous permettre, j'espère, de bien comprendre donc l'esprit analyse numérique, parce que c'est très important. L'esprit analyse numérique, il n'efface pas les mathématiques. Ils sont là, les outils classiques, l'analyse fonctionnelle, tout ce que vous voulez, il est là. Mais il faut les appliquer avec un esprit analyse numérique qui prend en considération ces questions d'erreur, d'approximation et autres. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il nous reste une séance ce vendredi. Donc, nous allons essayer de terminer la série. Donc, nous avons ici les exercices qui restent. Je vous ai dit d'essayer de les faire. Peut-être je vais ajouter 2-3 exercices. Et voilà, c'est bon. Préparez vos questions. Essayez de travailler vos exercices. Préparez vos questions. Donc, par la suite, je vais organiser encore une séance à distance supplémentaire, mais déjà pour ce vendredi, si nous pouvons avoir plus de temps, donc nous allons prendre le maximum possible et terminer l'ensemble de ces exercices et peut-être ajouter 2-3 autres exercices. Est-ce que vous avez des questions?